Chemzi Cherefkhan, vous vivez et travaillez en Belgique depuis un demi-siècle. Vous vous définissez comme un partisan d'un humanisme musulman et d'un islam des Lumières, intégré dans la société occidentale. Le contexte politique nous interroge, nous, Européens, sur ce qu'est l'islam et sur la manière dont il peut coexister avec les valeurs démocratiques européennes. Mais avant de nous pencher sur ces questions bien précises, je voudrais que nous abordions des questions d'ordre géopolitique, et que nous parlions notamment de la Turquie, qui joue un rôle clé, tant sur la crise des migrants que sur la lutte contre Daesh. Et c'est pourquoi ma première question sera de savoir comment aujourd'hui se situe la Turquie par rapport à l'État islamique. Alors, comment se situe la Turquie veut dire plus précisément comment se situe le régime turc actuel, parce que nous parlons de politique, et en parlant de politique, il faut parler précisément. La Turquie actuelle est sous un régime qu'on appelle islamo-conservateur, qui est à un doigt de ce qu'on appelle un islamo-fascisme. Donc, de l'un à l'autre, il suffit de faire un pas et on bascule d'un islamo-conservateur qui ne peut pas choquer à un islamo-fascisme qui doit nous interpeller, nous alarmer. Donc, parlons, mais ce n'est pas toute la Turquie. Donc, peut-être que le régime changera demain et que la Turquie, qui a poursuivi une toute autre politique jusqu'à l'arrivée au pouvoir de l'AKP, pourrait changer de politique demain si le régime est autre que celui imposé par l'AKP aujourd'hui au pouvoir. Alors, une fois qu'on a précisé ça, alors voyons ce que l'AKP fait faire à la Turquie, puisqu'il est au pouvoir depuis 2002 exactement. Et c'est un parti qu'on a qualifié de islamiste modéré. Bon, et puis on s'est rendu compte que islamiste modéré, ça ne voulait rien dire, que c'était surtout une imposture. On est islamiste, alors on n'est pas modéré, ou on est musulman modéré, mais alors on n'est pas islamiste. Donc, précisons les choses d'abord avant de répondre à votre question. Ce régime, donc, dit islamo-conservateur, qui est à un pas de devenir islamo-fasciste, alors on a compris immédiatement dans quel sens il pourrait bien agir par rapport à Daesh et à tous les problèmes du Moyen-Orient, de son voisin Syrie. La Syrie est voisine de la Turquie. Et la Syrie a son propre régime, ses propres communautés, ses propres complications d'ordre ethnique et religieux. Mais la Turquie en a aussi. Et dans la conduite des affaires de la Turquie aujourd'hui, il y a deux facteurs importants qui influencent cette politique. C'est d'abord les positions islamistes du parti au pouvoir, donc qui est contre le régime syrien qui est alawite, minoritaire, mais enfin qui est plus proche du chiisme. Et là, on se situe dans une perspective historique du monde musulman, puisque depuis que la religion musulmane existe, le schisme entre les sunnites et les chiites est né immédiatement après la mort du prophète. Ça remonte à très loin. Mais en même temps, c'est une manière d'instrumentaliser des politiques, des enjeux plus précisément politiques et pas nécessairement religieux. Mais bon, une fois qu'on a dit ça, mais le régime au pouvoir en Turquie est un régime sunnite, donc très conservateur. Mais en Turquie, il existe une minorité alévite, ou alaouite comme on dit en Syrie, qui est plus proche historiquement du chiisme, même si l'alévisme turc n'a rien à voir avec le chiisme iranien, ça aussi il faut préciser. Et autre élément important de la politique interne de la Turquie, c'est la question kurde. En Turquie, il y a des Kurdes. En Irak, il y a des Kurdes qui sont presque indépendants. En Syrie, il y a des Kurdes qui sont sur le point d'obtenir, qui sont autonomes aujourd'hui et qui luttent pour aussi une autonomie accrue, pour leur reconnaissance. Et en Turquie, les Kurdes ne sont pas du tout reconnus du bout des doigts, puisqu'on autorise l'ouverture des écoles qui enseigneraient en langue turque, mais ça ne peut être en langue kurde, mais ça ne peut être que des écoles privées, non pas subsidiées par le pouvoir central. Ça veut dire quoi cette manière de traiter cette minorité importante de la Turquie? Alors, puisque le régime actuel a extrêmement peur que les Kurdes de Turquie commencent aussi à s'affirmer en vue de leur autonomie, voire hypothétiquement un jour créer un État kurde indépendant qui réunirait les Kurdes de Turquie, d'Irak et de Syrie. Ça, c'est un problème qui
préoccupe toutes les chancelleries occidentales aussi. On est dans la géopolitique, si vous voulez. Donc, si on veut comprendre la politique du régime actuel, ce régime est d'abord islamiste, et donc l'opposition islamiste en Syrie bénéficie du soutien de l'AKP, et donc de la Turquie, et de tous les pouvoirs de l'État que l'AKP mobilise. Et en même temps, le régime tient compte du fait qu'il faut mater absolument les Kurdes. Sous prétexte de mater les Kurdes de Turquie, on s'en prend aux Kurdes de Syrie. Et dans l'intervention de la Turquie aujourd'hui, on s'aperçoit que quand la Turquie dit « on va bombarder Daesh », on s'aperçoit que la Turquie bombarde surtout les Kurdes de Syrie. Ça, je pense que c'est une manière de voir plus clair dans ce qui se passe et pourquoi les choses se passent comme ça, pourquoi la Turquie encourage les islamistes syriens en opposition avec le régime alawite en Syrie. C'est parce qu'il y a d'abord une espèce de connivence, de complicité objective entre sunnites, mais les choses vont en réalité beaucoup plus loin. Quelle est la position de l'Arabie, du Qatar par rapport à ce qui se passe en Syrie? Pour revenir justement sur l'AKP, peut-on parler selon vous de duplicité du régime turc envers Daesh? Mais les choses sont extrêmement compliquées sur le plan en tout cas du conflit au sein de la Syrie. Donc jusqu'à un certain point, le régime turc soutient le Daesh. Mais ce soutien a des limites. Je m'explique. Le régime turc soutient Daesh parce que Daesh combat le régime syrien. Et la Turquie est contre ce régime syrien, je veux dire le régime de Bachar el-Assad. Alors, objectivement, la Turquie, le régime turc actuel, soutient Daesh, mais la Turquie ne souhaiterait pas que Daesh réussisse jusqu'au bout de son projet démoniaque, c'est-à-dire l'État islamique qui contrôlerait tout le Moyen-Orient, voire tout l'univers sunnite. Parce qu'il faut savoir que ce sont des fanatiques qui ne rêvent que d'une chose, ils ont proclamé le califat du Levant, donc de l'Irak et de Syrie, et dans leur esprit, c'est un retour en arrière à l'époque du prophète, quand l'islam a commencé à envahir toutes ces régions-là, et donc ils voudraient recommencer cette aventure, si vous voulez, et leur objectif est d'envahir l'Arabie saoudite et ses mannes pétrolières, ses gisements pétroliers, et tout ce qui suit. Mais ça, évidemment, personne, je veux dire, raisonnablement, même en étant pro-Daesh, même le régime turc pro-Daesh, ne peut pas souhaiter que Daesh réussisse à ce point-là. Donc il y a des limites au soutien de la Turquie vis-à-vis de Daesh. Mais la Turquie soutient effectivement Daesh, par exemple, parce que Daesh combat les Kurdes syriens, parce que Daesh combat le régime syrien. Mais pour ça, les amis de nos amis ou les ennemis de nos amis, enfin, vous voyez le raisonnement, mais ce raisonnement a une limite. Alors, le Daesh, s'il réussit, ça veut dire au fond que le régime syrien n'existe plus. Si le régime actuel syrien n'existe plus, ça veut dire au fond que ces régions-là sont accessibles au Qatar et à l'Arabie saoudite qui ambitionnent de faire passer des oléoducs et des gazoducs à travers la Syrie pour arriver à la Méditerranée. Et ça, je pense que c'est vraiment le fondement même du conflit, même si il vient se greffer des tas d'autres paramètres, sunnites, chiites, les nationalismes kurdes, turcs, syriens, irakiens, etc., les ethnies, tout ça se mélange, mais il y a un enjeu majeur qui est derrière ça, sans lequel ni l'Arabie ni le Qatar n'auraient soutenu le Daesh, parce qu'ils savent bien que si le Daesh réussit, après ça sera leur tour. Après, le Daesh voudra prendre le pouvoir en Arabie, au Qatar, dans les Émirats. Vous avez mentionné l'Arabie saoudite. Qu'en est-il du rôle exact de l'Arabie saoudite dans la guerre contre Daesh? Qui sont ces groupes qu'elle soutient? Alors, une fois de plus, les jeux sont vraiment obscurs. Donc, tout un temps, on a pensé que la monarchie saoudienne soutenait Daesh.
sous la pression sans doute des États-Unis et des Occidentaux, des pays occidentaux en général, soit que l'Arabie a cessé de soutenir le Daesh, soit elle n'a jamais soutenu et donc elle ne soutient pas. Mais ce qui était tout à fait flagrant, c'est qu'il existe des grandes familles saoudiennes, riches, extrêmement riches, milliardaires, qui, elles, soutiennent Daesh malgré l'opposition éventuelle de la monarchie saoudienne. Donc la dynastie saoudienne ne commande pas tout. Il ne faut pas s'imaginer ça. C'est une théocratie, évidemment, une monarchie absolue, mais quand même, ces gens négocient entre eux et ils font des concessions, ils arrivent à un consensus. Mais la dynastie saoudienne, en tant que telle, a accepté, sous pression occidentale, de ne plus soutenir Daesh, mais elle reconnaît qu'elle ne commande pas aux riches familles saoudiennes qui, elles, financent, achètent des armes pour aider Daesh. Donc là, effectivement, le jeu est assez obscur. Donc les renseignements, les services de renseignement des pays occidentaux, je pense, ont des renseignements assez précis sur ce qui se passe, mais il n'est pas de bon ton de mettre ça sur la place publique. Ce sont des choses qui se négocient discrètement. La situation au Moyen-Orient semble encore décliner. On a vu naître de vives tensions entre l'Iran et l'Arabie saoudite. Cette situation pourrait-elle dégénérer? Je ne m'attends pas à un conflit ouvert entre l'Arabie et l'Iran, mais il y aura un conflit par personne interposée, si j'ose dire, parce que les deux camps contrôlent des mouvements dans différents pays. Les minorités chiites dans les pays arabes qui sont soutenues par l'Iran, comme en Syrie d'ailleurs, comme au Liban, mais aussi en Arabie même, au Yémen, à la limite un peu partout. Mais l'Iran, je ne pense pas que l'Iran fera la guerre directement à l'Arabie, ni l'inverse. Rien ne dit que les choses ne vont pas un jour s'envenimer au point que les deux parties en arrivent à se faire la guerre en envoyant des blindés et des avions pour bombarder le camp adverse, etc. Mais pour le moment, et pendant encore quelques années certainement, il y aura une espèce de conflit larvé par personne interposée. Et on ne sait pas jusqu'où ça peut mener. Ce serait évidemment de la folie furieuse d'aller beaucoup plus loin dans un conflit armé. Et donc, j'espère que dans les deux camps, il y a des gens suffisamment raisonnables pour savoir s'arrêter au bon moment. Et j'espère aussi que les puissances occidentales interviendront, on peut toujours espérer, à bon escient pour calmer les esprits. La plupart des pays de la région sont affectés par la chute historique du prix du baril. Quelles seront les conséquences à terme si cette baisse continue? Je ne sais pas ce que vous entendez par la baisse historique du prix du pétrole, mais en tout cas, c'est la politique de l'Arabie saoudite. Donc, il y a une volonté de maintenir les prix bas de la part de l'Arabie. Que cherche l'Arabie ce faisant? On cite le cas des gisements, de l'exploitation pétrolière des gaz de schiste, etc. aux États-Unis. Voilà que les États-Unis qui exploitent, et le Canada qui exploite ces nouveaux gisements, n'avaient plus en fait besoin du pétrole saoudien. C'est quand même important comme changement. Et donc, une façon de mettre fin à ces gisements, des nouveaux gisements américains et canadiens, c'est de faire en sorte qu'ils deviennent non rentables parce que trop cher à exploiter. Donc dès que l'Arabie baisse le prix du pétrole, même les Américains préfèrent acheter du pétrole saoudien à bas prix plutôt qu'exploiter eux-mêmes leurs propres gisements parce que ça leur coûte beaucoup trop cher. Ça, c'est un aspect des choses. Le deuxième aspect des choses, c'est qu'on sait bien depuis peu que l'Iran ayant fait un peu étant concilié avec l'Occident ou les autres puissances en mettant une sourdine à sa recherche d'armement nucléaire, etc., on sait que l'Iran allait tôt ou tard revenir sur le marché du pétrole. Mais pour empêcher l'Iran de s'introduire de manière massive, la meilleure manière est de prendre des parts de marché, c'est-à-dire de vendre du pétrole à bas prix, ce que fait l'Arabie de son côté. Alors, c'est évidemment dramatique pour un certain nombre de pays producteurs de pétrole, mais je pense que les Saoudiens s'en fichent pas mal. La question c'est
que peut-on faire au niveau d'une gouvernance mondiale, si tant est qu'il y en ait une? Je ne pense pas qu'il y ait, parce que le monde occidental trouve aussi son compte dans le fait que le pétrole est bon marché en ce moment et que ça va encore durer quelque temps. Alors, combien de temps ça peut durer? Mais on sait que d'ores et déjà, il y a des crispations à l'intérieur de l'Arabie, c'est-à-dire des gens qui ne trouvent pas que c'est une bonne idée de vendre du pétrole à bon prix, à bas prix. Et donc, mais est-ce que cette opposition est significative? Est-ce que ça peut mener à un changement de politique? J'avoue que je n'en sais rien. Et personnellement, j'ai trouvé que cette politique était assez folle de la part des Saoudiens. Mais enfin, ils sont censés savoir ce qu'ils font. Mais jusqu'où ça peut aller, j'avoue que je n'en sais rien. Et je ne sais même pas si quelqu'un peut répondre à cette question. Angela Merkel a offert l'asile à des centaines de milliers de réfugiés en provenance de Syrie. Ces personnes peuvent-elles s'adapter à la culture européenne? Dans votre question, il y a votre question directe, est-ce que ces personnes peuvent s'adapter? Écoutez, si on les aide à s'adapter, si on les force d'une certaine manière à s'adapter, ils finiront par s'adapter. La question, c'est est-ce qu'on veut qu'ils s'adaptent? Si on veut qu'ils s'adaptent, qu'est-ce qu'on fait pour? On ne peut pas attendre qu'ils s'adaptent tout seuls, parce qu'il y a des tas de facteurs extérieurs, des influences extérieures qui font tout pour qu'ils ne s'adaptent pas. Il faut savoir ça. Ces gens ne décident pas vraiment comme ça de leur sort. Ils arrivent ici, ils ont envie de s'adapter. Il faut leur donner les moyens. Il faut leur donner... et ceux qui n'ont pas envie de s'adapter, quelque part, il faut les encourager, voire les forcer à le faire. Est-ce qu'il y a une politique européenne, ne parlons pas seulement de l'Allemagne, mais est-ce qu'il y a une politique de la part des pays européens, même pris individuellement, pour dire nous accueillons des immigrés, voilà comment nous allons faire pour les intégrer? Ça veut dire quoi intégrer? Ça veut dire effectivement qu'ils adoptent les valeurs de l'Occident pour le vivre ensemble. C'est aussi simple que ça, enfin dit simplement, mais ça demande évidemment une politique volontaire, ça demande des moyens importants, à la fois financiers et humains, et aucun pays européen ne peut dire « je suis fier d'avoir une politique d'intégration digne de ce nom ». Aucun des États membres de l'Union européenne ne peuvent prétendre ça. On s'attend, on espère que les musulmans vont s'intégrer. Certains s'intègrent naturellement. Au début de l'immigration, quand je suis arrivé en Belgique en 1961, les musulmans s'intégraient tout naturellement. Ils ne se posaient pas de questions. Ils s'accommodaient de vivre dans une société sécularisée. Et puis, ils ont subi des influences venant d'ailleurs, c'est-à-dire des islamistes, qui ont fait en sorte que ces musulmans ne s'égarent pas du chemin de Dieu, qu'ils ne s'adaptent pas, qu'ils ne deviennent pas des Européens, qu'ils restent des musulmans purs et durs. Et par rapport à ça, l'Europe n'a rien fait pour empêcher ça. Il faut savoir ça quand même et battre un peu sa coupe et se dire ce qu'on n'a pas bien fait, eh bien, il est grand temps qu'on le fasse maintenant. Il n'est pas trop tard, mais il faut le faire. Alors, dès lors que l'immigration est devenue massive, parce que jusqu'ici, c'était des dizaines de milliers par an, etc. Maintenant, on parle par millions. Ce qui a commencé maintenant, en 2015, 1 million de réfugiés en Allemagne, écoutez, cette année-ci, ça va être encore plus. À moins qu'en encourageant la Turquie à couper les robinets, si j'ose dire, on empêche. Mais il y a des gens qui viennent de Libye et d'ailleurs, donc ça ne va pas s'arrêter. Donc cette immigration va continuer. Et si on veut que ces gens s'adaptent, malgré leur culture de base au départ, qui n'est pas compatible avec la culture européenne, les valeurs de l'Occident, mais ils sont tout à fait capables. Pourquoi moi je me suis... il y a des tas de gens... Je suis un immigré de première génération. Il y en a des tas d'autres qui sont comme moi, qui ont trouvé leur chemin, qui ont trouvé leur place dans ces sociétés, qui ont senti qu'ils étaient acceptés, respectés, parce qu'eux-mêmes montraient qu'ils acceptaient cette société, qu'ils respectaient. Et ça, ce n'est pas un phénomène exceptionnel. Le fait que certains ne s'intègrent pas et qu'ils sont encouragés à ne pas s'intégrer, à mettre en question un certain nombre de valeurs fondamentales de ces sociétés, du genre égalité entre les hommes et les femmes, etc. Tout ça, ce sont des influences extérieures. Et par rapport à ça, il ne faut pas attendre des musulmans eux-mêmes qu'ils résolvent ces problèmes-là. Il faut que les autorités politiques de ces pays, les intellectuels, enfin toute la société s'y mettent pour dire « vous êtes bienvenus et voilà comment vous pouvez concilier votre islamité avec notre citoyenneté ». Alors, à l'inverse, croyez-vous que l'Europe se montre tolérante à l'égard des croyances des autres, et notamment envers la religion musulmane?
Alors, d'une manière générale, l'Europe est tout à fait tolérante à l'égard des autres religions, que ce soit l'islam, le bouddhisme, enfin tout ce qu'on peut imaginer, d'une manière générale. Bon, il y a une minorité qui rejette ça, mais je pense que ce n'est pas significatif. Mais ce que les Européens ont perdu de vue, c'est que la tolérance, ce n'est pas tolérer l'intolérance des autres. C'est là qu'il y a un problème. Donc quand les musulmans arrivent ici et qu'ils respectent les règles de vie ici, ben, il n'y a pas de problème. C'est ce que j'appelle concilier islamité et citoyenneté. Mais si les musulmans arrivent ici en disant « nous voulons vivre selon nos règles, selon nos valeurs », et que nous voulons vivre selon la charia, nous voulons manger halal, un homme médecin ne peut pas s'occuper d'une femme musulmane malade qui va accoucher, les filles ne peuvent pas aller au cours de natation avec les garçons, au cours de gymnastique avec les garçons, en voyage scolaire avec les garçons, donc le rejet de la mixité. Quand les musulmans commencent à tenir ce genre de discours, alors on doit cesser d'être tolérant. Tolérer cela, c'est ce que les uns appellent accommodement religieux, hein, accommodement raisonnable, je ne sais pas en quoi c'est raisonnable. Donc les Européens qui plaident pour des accommodements à l'égard d'un certain nombre de pratiques religieuses ou de traditions religieuses archaïques commettent une erreur énorme. Ils ne sont plus dans la tolérance, ils sont dans le déni, ils sont dans la capitulation. Suite aux agressions de Cologne, plusieurs pays européens ont décidé de durcir leur position sur le droit d'asile. Est-ce la bonne réponse ? Alors, le droit d'asile, si on parle au sens propre du terme, c'est-à-dire des réfugiés politiques qui sont menacés dans leur pays parce qu'ils ne sont pas d'accord avec le régime, parce qu'ils appartiennent à une minorité religieuse qui est minoritaire, parce qu'ils appartiennent à une minorité sexuelle, des choses comme ça. Et ces gens peuvent prétendre à être reçus en tant que réfugiés politiques. Ça, c'est le sens de l'asile politique. Moi-même, j'ai été, à un moment donné, apatride, j'ai demandé l'asile politique et réfugié politique pendant tout un temps. J'étais apatride, je n'avais pas de nationalité avant d'obtenir la nationalité belge. Donc, je parle de ce que je sais. Alors, durcir la politique d'asile, si ça signifie mettre fin aux mafieux qui organisent le trafic d'êtres humains. Tous ces bateaux qui arrivent bondés de personnes qui ont payé cher pour venir en Europe, on n'est pas dans l'asile au sens politique et juridique du terme, on est dans une migration, dans le trafic d'êtres humains. Et là, il faut être, je pense, extrêmement drastique, extrêmement sévère, dire les choses clairement. Il ne faut pas confondre humanité et au nom de l'humanité accueillir les réfugiés et ce trafic d'êtres humains qui enrichit des mafias, y compris à des niveaux officiels dans certains pays qui nous envoient effectivement des migrants. Mais alors concrètement, l'islam est-il compatible avec les démocraties occidentales ? Alors, permettez-moi de vous dire que c'est une question qui est très mal posée. Parce que c'est quoi l'islam? Parce qu'effectivement, l'islam est pluriel entre l'islam d'un soufi qui répugne à écraser une fourmi parce que c'est une création de Dieu, et l'islam de ces barbares de Daesh qui égorgent des innocents devant des caméras pour montrer au monde entier leur barbarie, tous les deux agissent au nom de l'islam. C'est quoi l'islam? Donc l'islam est pluriel. L'islam est pluriel. L'islam n'est jamais que ce que les musulmans en font. Alors dans ce sens-là, si un musulman décide que son islamité à lui est compatible avec sa citoyenneté dans un pays européen, c'est tout à fait compatible. Et s'il estime que non, il ne va pas se mêler, il va vivre dans son coin, autour de sa mosquée, son épicerie halal, et qu'il ne veut surtout pas que ses enfants se mêlent des enfants occidentaux, et on va créer des écoles islamiques, etc., etc. Là, on est dans un autre registre. Et là, on est dans le communautarisme, et moi, je n'appelle pas ça de l'islam, j'appelle ça de l'islamisme, parce qu'alors là, on n'est plus dans une religion au sens classique et respectable du terme, on est dans une idéologie politique totalitaire qui instrumentalise la religion sous prétexte que cette religion est englobante, c'est-à-dire en fait une totalité.
Donc d'une religion totalité, on passe à une idéologie totalitaire qui est évidemment la pire des choses que l'Occident a connue plusieurs fois dans son histoire, qu'il a rejeté, et on ne va pas s'incliner devant le totalitarisme islamique sous prétexte de confusion en ce qui concerne le sens du mot islam en tant que religion ou idéologie. La Turquie, avec son régime islamiste, peut-elle devenir membre de l'Union européenne? À nouveau, je voudrais nuancer ma réponse en parlant des deux côtés, l'Union européenne et la Turquie. Alors, je vous ai dit, je suis arrivé en Belgique en 1961, donc j'ai connu la construction européenne, le projet européen, depuis ses débuts. Et je me suis même emballé pour ce projet, et je me souviens d'avoir écrit un papier qui est paru dans le journal Le Soir, en parlant de patriotisme européen. Donc, j'avais une certaine idée de l'Europe. L'Europe d'aujourd'hui n'a plus rien à voir avec cette idée que j'avais de l'Europe et du projet européen qui a été celui des pères fondateurs de l'Europe. Donc l'Europe est devenue d'abord un grand marché. Aujourd'hui, c'est un grand machin bureaucratique où des fonctionnaires qui ne sont pas élus prennent des décisions qui s'imposent aux citoyens. Je ne comprends plus rien à cette Europe-là. Je la suis de près, mais je ne partage pas du tout ce qu'elle devient. Une fois que j'ai dit ça, si l'Europe c'est ça, si l'Europe a pour ambition, comme elle vient de le montrer, de favoriser l'adhésion d'un certain nombre d'anciens pays de l'Union soviétique, qui sont tous des pays mafieux, on le voit aujourd'hui, et donc, mais ils sont bienvenus, ils peuvent devenir membres de l'Union européenne. Si c'est ça l'Europe, eh bien, je vais répondre comme Rocard, Monsieur Rocard en France, qui a dit « l'Europe étant devenue ce qu'elle est, je ne vois pas pourquoi la Turquie ne pourrait pas devenir membre de cette Europe-là. » Mais moi, je ne veux pas de cette Europe-là. Et je dirais même pire que si la Turquie d'aujourd'hui, je mets le mot, je souligne le mot, la Turquie d'aujourd'hui devait devenir demain membre de cette Union européenne-là, cette Union européenne-là sera pire qu'aujourd'hui. Alors dans ce sens-là, je dis effectivement que oui, la Turquie peut adhérer. Est-ce que ça sera pire ou pas? On peut discuter, hein, c'est quand même un grand marché, etc. Mais enfin, 80 millions d'habitants, demain 100 millions, tous ces Turcs pourront circuler un peu partout puisque suite à la démarche de Mme Merkel, on parle de supprimer les visas pour les Turcs. Bon, très bien, enfin on est loin de l'adhésion, mais le régime turc actuel avec son l'islamisme de plus en plus affirmé, pour moi, est un très mauvais candidat pour l'Union européenne. Et si on veut sauver l'Union européenne de ce qu'elle est en train de devenir, autrement dit, en faire un projet politique valable, alors il faut postposer pendant, je pense, encore longtemps, le projet d'adhésion de la Turquie. Mais la Turquie, en tant qu'exception dans le monde musulman, c'est-à-dire une république laïque dans un pays musulman. C'est la Turquie d'il y a avant l'AKP. Cette Turquie-là pouvait effectivement devenir membre de l'Union européenne et l'Europe aurait dû s'inspirer du modèle turc de laïcité par rapport à l'islam pour encourager les musulmans européens à se conformer à ce modèle-là. Ce qu'elle n'a pas fait, sans doute par manque de connaissances ou de volonté, peu importe, mais cette Turquie-là, une exception dans le monde musulman, aurait pu effectivement devenir un très bon partenaire, un très bon membre de l'Union européenne, si l'Union européenne elle-même n'avait pas opté pour ce que j'appellerais une dérive aujourd'hui, très loin du projet politique du départ. Chemzi Cherefkhan, vous vivez depuis plus de 50 ans dans la région de Bruxelles. Avez-vous constaté un changement profond depuis les attaques terroristes de Paris de novembre 2015 ? Écoutez, d'abord, je ne vis pas à Bruxelles. Et s'il y a un changement profond, je pense que c'est dans certains quartiers de Bruxelles. Donc, je ne connais pas la sociologie profonde de ces quartiers-là. Donc, je ne les suis pas de très près. Je ne peux pas dire s'il y a un changement suite à cela ou pas.
on voit dans les médias, etc., qu'il y a des jeunes musulmans qui prennent un peu les choses en main en disant « Nous réprouvons cette façon de faire, le terrorisme au nom de notre religion. Nous voulons montrer que notre religion est effectivement une religion de paix et d'amour, etc. » et qui prennent des initiatives comme la pièce djihad que certains contestent. Bon, je ne vais pas entrer dans le détail, mais il y a des réactions salutaires qui valent ce qu'elles valent, je ne sais pas, peut-être pas grand-chose pour l'instant, mais il y a des réactions. Est-ce qu'il y a d'autres réactions plus larvées qui vont plutôt dans le sens opposé? C'est-à-dire, voilà, on leur a donné une bonne leçon, maintenant on attend le prochain terrorisme qui sera peut-être à Bruxelles ou ailleurs, peu importe. Il y a des gens qui ont comme ça, des fanatiques, qui nourrissent aussi des fantasmes de ce type-là. Mais forcément, on ne les connaît pas. Même les services de sécurité, etc., ne peuvent pas dire on les suit à la trace. Malheureusement, ce n'est pas tout à fait le cas. Donc, il est difficile de dire oui, il y a des changements, mais dans quel sens? Est-ce que c'est vraiment dans le bon sens? Moi, je dirais, la vraie question, c'est est-ce qu'il y a un changement politique de la part des responsables politiques par rapport à la question de l'islam, par rapport à la question de l'islamisme, donc du radicalisme musulman? Pour le moment, tout se passe comme si l'affaire était purement simplement une question de sécurité et de sûreté et de renseignements généraux, etc. Attendez, si le radicalisme islamique existe, parce qu'il y a un arrière-fond existe, et cet arrière-fond, c'est l'islamisme contre lequel on n'a rien fait jusqu'ici. On a laissé proliférer cet islam radical, mais non violent jusqu'ici, et aujourd'hui, on se rend compte qu'en fait, il mène effectivement à la violence et à des actes de guerre. Et là, la réaction immédiate, c'est d'ordre, effectivement, on va les poursuivre, les attraper, les mettre en tôle, ok, on va essayer de les déradicaliser, même si on ne sait pas très bien comment. Mais le vrai problème, c'est quelle est la place de l'islam aujourd'hui pour que cet islam-là soit un islam compatible avec la démocratie et ses valeurs, et qu'est-ce qu'on fait pour ça? On n'a pas fait grand-chose et on ne fait toujours pas grand-chose. On essaye de dire maintenant on va former les imams, etc. Peut-être, je ne sais pas où ça en est, qu'est-ce qu'on va faire exactement. Quand j'entends dire que l'État n'a pas à se mêler d'eux, attendez, si l'État ne se mêle pas de ça, au nom de la neutralité, etc., peut-on imaginer un seul instant qu'un État moderne digne de ce nom, démocratique, reste neutre, entre guillemets, par rapport au salafisme, au djihadisme, aux théologiens de la charia, etc. C'est suicidaire. Donc c'est la notion de tolérance dont on parlait tout à l'heure. On ne peut pas, la tolérance, ce n'est pas tolérer l'intolérance des autres. La tolérance, ce n'est pas tolérer le fanatisme des autres. Donc par rapport à cela, il faut une réaction nette, affirmée, je dirais presque musculaire, oui, autoritaire, et l'État ne peut pas démissionner au nom de la neutralité ou une prétendue laïcité où l'État ne se mêle pas, etc., etc. Là, je suis beaucoup plus sensible à cet aspect des choses, c'est-à-dire la réaction de la société dans son ensemble et surtout de ses dirigeants politiques par rapport à ça, et non pas des musulmans eux-mêmes. Parce que les musulmans eux-mêmes finiront par s'adapter si on leur donne effectivement les chances et si quelque part on les encourage, voire on les contraint un peu. À la limite, on doit pouvoir dire à un moment donné, vous ne voulez pas vous adapter, vous ne voulez pas vous intégrer, écoutez, il ne faut pas que vous restiez ici. Il y a 57 États musulmans sur la planète, membres de l'organisation de la conférence islamique, eh bien vous serez beaucoup plus heureux là-bas. Il ne faut pas rêver de vivre selon la charia ici, allez là-bas. Ici, ce n'est pas possible. Mais il faut commencer par dire, ici, il n'est pas possible de vivre selon la charia. Et ça, on se garde de le dire parce qu'on ne veut pas stigmatiser, on ne veut pas se montrer intolérant, raciste, etc. Vous êtes né d'un père kurde et d'une mère turque. Vous êtes docteur en droit, militant laïque, avocat d'un islam libéral et humaniste. Vous sentez-vous européen, citoyen du monde ou bien belge? Je suis ce que je suis, j'ai plusieurs identités, j'ai plusieurs cultures. Et donc, il n'y a pas de gradation dans mes appartenances ou mes identités. Je suis marqué évidemment par mes origines. Donc, très tôt, j'ai appris à sortir par le haut des conflits. Un père kurde, une mère turque, il a fallu que j'apprenne à vivre avec ça. Et le couple ayant appris à vivre ça aussi, donc j'ai appris aussi. Mais aujourd'hui, on ne s'imagine pas qu'un Turc peut vivre en harmonie avec un Kurde, etc.
Donc c'est tout à fait possible. Donc j'ai appris, moi, que c'était possible. Et c'est cet exemple-là que c'est à cela que je veux rester fidèle. Donc je suis arrivé en Belgique à un moment donné, je suis venu pour faire des études et puis voilà, j'ai dû demander l'asile parce que j'avais des activités vraiment pro-kurdes. Autrement dit, je voulais défendre les droits des Kurdes qui soient reconnus en tant que communauté culturelle, qu'ils puissent parler, écrire leur langue, etc. C'est le minimum des choses. Mais rien que cela m'a valu d'être mis au banc de la société turque et donc j'ai dû demander l'asile politique ici. Bon, donc je suis devenu belge. J'ai même obtenu ce qu'on appelait à l'époque la grande naturalisation. Aujourd'hui, on octroie la nationalité à la limite à n'importe qui et ça n'a plus beaucoup de sens. Pour moi, la naturalisation et le fait pour moi de devenir belge était symboliquement extrêmement important. Mais je ne vais pas non plus en faire une question d'appartenance nationale, ça n'a aucun sens, en tout cas en ce qui me concerne. Donc un nationalisme belge est quelque chose que je regarde avec mépris. Le Belge n'a pas à être nationaliste. S'il y a bien un peuple qui ne doit pas être nationaliste, ce sont les Belges, je pense. Mais ça n'engage que moi ce que je dis. Alors, est-ce que je suis belge? Mais oui. Est-ce que je suis européen? Mais oui, de fait, je suis européen. Est-ce que je suis un citoyen du monde? Est-ce que ça a un sens de se dire je suis citoyen du monde? Oui, je fais quoi en fonction de ça? Je ne sais pas. Dans la société dans laquelle je vis, j'essaie de faire en sorte que, à mon niveau, musulmans et non-musulmans puissent vivre ensemble. Est-ce que c'est être musulman, être citoyen du monde? Si c'est ça, mais oui, je suis un citoyen du monde, je suis très fier de l'être, mais enfin, ça n'engage à rien et ça n'apporte rien. Mais ce qui demande un combat, c'est, quand vous avez insisté sur mes origines et sur le combat que je mène pour un islam libéral et humaniste, oui, ça c'est un engagement politique, citoyen, surtout citoyen, mais politique au sens noble du terme. Et j'espère rencontrer des interlocuteurs dans cette Europe, et j'ai la chance d'en rencontrer peut-être pas suffisamment pour que ce projet puisse devenir une réalité. Et dans la mesure où je peux rencontrer effectivement des Européens qui sont ouverts à ce discours, à ce projet d'un islam libéral et humaniste compatible avec les valeurs de l'Occident, eh bien, nous pourrons faire un bout de chemin ensemble. Et dans ce sens-là, oui, je suis non pas un Européen, je suis un patriote européen. Monsieur Cheref Khan, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie.